Salut! Salut! Alors juste avant de vous lancer la vidéo, en fait, on voulait vous partager une info super intéressante. C'est que la seconde session du MOOC Faire parler les pierres taillées de la préhistoire vient tout juste d'ouvrir. Alors du coup, un MOOC, en fait, c'est une espèce de cours en ligne sur lequel vous pouvez voir différentes vidéos et échanger avec les enseignants. Et ça a l'avantage d'être gratuit et sans prérequis particuliers. Donc là, les inscriptions, c'est jusqu'au 21 avril 2020, donc il y a tout le temps pour le faire et pour apprendre tout un tas de choses sur les pierres taillées. Oui, d'ailleurs, vous pourrez y voir à la fois les techniques de taille, avec des démonstrations, les cultures qui y sont associées, et aussi comment on étudie ces pierres. De toute façon, on vous met toutes les informations en description et puis on vous laisse avec la vidéo. Salut! L'esthétisme, l'art et le symbolisme sont des thématiques très liées qui sont souvent au cœur de vifs débats en préhistoire. Depuis quand est-on capable d'exprimer une pensée symbolique et quelle est l'espèce qui en a laissé des traces pour la première fois? Ce sont des questions qu'on pose souvent, mais en filigrane de ces grandes problématiques se retrouve souvent quelque chose de plus restreint. Est-ce que Homo sapiens, notre espèce, a le monopole du symbole? Est-on les seuls à avoir une sensibilité esthétique? Notre espèce, Homo sapiens, a un goût esthétique évident. De la pointe de nos coupes de cheveux jusqu'au sommet de nos édifices les plus imposants, on passe notre temps à chercher à embellir le monde qui nous entoure, mais aussi celui que l'on fabrique. Et ce goût pour l'esthétisme semble presque inscrit dans nos gènes, tellement il s'exprime partout et surtout depuis tellement longtemps. Archéologiquement, on a une date charnière, c'est celle des 40 000 ans avant notre ère. C'est à cette époque-là qu'en Europe de l'Ouest, on assiste à une véritable explosion de l'art. Mais ce n'est pas uniquement en Europe de l'Ouest, puisque aujourd'hui la grotte la plus ancienne, en tout cas les plus anciennes peintures rupestres, elle se trouve en Indonésie, à Bornéo. Et 40 000 ans d'art et d'esthétisme, c'est pas mal. De là à dire que Sapiens a toujours fait de l'art, il n'y a qu'un pas. Mais si Homo sapiens est arrivé en Europe de l'Ouest il y a environ 40 000 ans, c'est-à-dire aux alentours de cette date charnière, pour autant notre espèce n'est pas apparue à 40 000 ans. En fait, les plus anciennes traces d'Homo sapiens qu'on ait retrouvées se trouvent à Djebel Irhoud au Maroc et auraient 300 000 ans. Mais du coup, entre 300 000 et 40 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Artistiquement, justement pas grand-chose, et c'est bien là le problème. Bon, puis l'autre problème, c'est qu'on retrouve effectivement des traces d'expression esthétique, mais ça devient très compliqué à interpréter. En fait, on va avoir un site majeur sur ces périodes-là, c'est celui de Blombos en Afrique du Sud. Ce site a livré en fait beaucoup de coquillages percés qui auraient pu servir de parure, des blocs d'ocre gravés, mais aussi des peintures qui pourraient être les premières expressions artistiques connues pour Sapiens. Bon, en tous les cas, tout ça, ça tourne autour de 75 000 ans, et c'est grosso modo tout ce qu'on trouve avant les 40 000 ans. Donc ça veut dire qu'en le même espace de temps, 40 000 ans, on a le jour et la nuit. Après Chauvet, où on a un tas de représentations symboliques, des peintures rupestres, des statuettes, et un avant Chauvet, où clairement on n'a que Blombos. Plus ou moins, ouais. Et il faut rajouter encore 6 fois ce laps de temps pour arriver au premier Sapiens, donc il y a 300 000 ans. Donc en fait, on voit que cette idée que Sapiens a toujours exprimé quelque chose symboliquement, ou en tout cas a toujours montré un goût esthétique, archéologiquement, elle n'est pas si évidente que ça à démontrer. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas. Oui, parce qu'on peut aussi utiliser des supports périssables, comme le bois, l'écorce, le sable, même son corps pour faire des peintures corporelles. Et on a aussi tout un tas d'expressions qui n'ont pas besoin de support, par exemple les danses, les chants, les rites. Bon, de toute façon, Homo sapiens, on sait qu'il a un goût esthétique. Tout simplement parce que, on l'a toujours aujourd'hui, et quoi qu'il arrive, c'est une constante dans l'histoire, et on a bien vu qu'en préhistoire, on en trouvait des traces. Le seul souci, c'est que plus on remonte dans le temps, moins on les trouve, ces traces. Mais du coup, est-ce qu'archéologiquement, Sapiens est le seul à avoir démontré un goût esthétique? Qu'en est-il, par exemple, de son voisin et contemporain Néandertal? Bon, en tout cas, c'est souvent avec Néandertal que les débats vont se déchaîner. Aujourd'hui, les traces ont plutôt tendance à montrer que oui, il y avait un souci esthétique chez Néandertal. Alors, souci esthétique, pensée symbolique, expression artistique, peu importe. Mais en tout cas, il y avait bel et bien quelque chose, même si les éléments qu'on retrouve sont assez sporadiques. Ceci étant dit, si on y pense bien, on vient de le voir,
Chez Sapiens, avant 40 000 ans, c'est à peu près la même configuration. Bon, mais c'est très bien tout ça, mais on parle encore de Sapiens. Mais qu'en est-il de Néandertal exactement? Alors, Néandertal, on va retrouver des traces au final assez dispersées. Sur beaucoup de sites, on va retrouver de l'ocre en grande quantité, mais impossible vraiment de savoir à quoi ça pouvait servir. On a aussi un autre domaine qu'on va beaucoup retrouver, qu'on va en tout cas beaucoup croiser sur les sites, c'est celui des oiseaux et en particulier des rapaces. Par exemple, autour de 44 000 ans, dans la grotte de Foumané, les Néandertaliens ont chassé stratégiquement certains rapaces dans l'unique but de prélever leurs plumes. Et par ailleurs, à Krapina, en Croatie, autour de 130 000 ans, on a retrouvé des cerfs de rapaces, notamment des pigargues, qui auraient été utilisés en pendentif. Mais on n'a pas forcément besoin de parure pour pouvoir parler d'un sens esthétique. Et les outils, ça peut très bien faire l'affaire. Oui, et d'ailleurs, quand on voit en fait le fameux biface de la Cima de los Huesos, le site dans le réseau d'Atapuerca en Espagne, on est carrément en droit de se poser la question. D'ailleurs, les chercheurs l'ont même appelé Excalibur. C'est dire s'il a fait une grande impression sur les archéologues. Après, on a aussi un autre exemple qui est très probant, c'est celui du biface de West Tofts à Norfolk, au Royaume-Uni. En fait, c'est un biface qui est assez exceptionnel parce que il y avait un fossile de coquillage dans le nucléus, donc c'est-à-dire la roche de base, le bloc que les préhistoriques ont pris pour tailler, et les artisans, si on peut dire les artisans, mais pourquoi pas, ont taillé le biface de façon à ce que ce fossile se retrouve vraiment au centre de la pièce et soit magnifié par la symétrie du biface. Mais cela nous pose des questions encore plus compliquées. Est-ce que ces objets que nous voyons comme esthétiques le sont réellement ou le sont-ils seulement parce qu'on les regarde ainsi? En fait, là, c'est le contexte qui va pouvoir nous aider. Par exemple, sur le biface de West Tofts, très dur à dire ce truc, eh bien, on voit très bien qu'on a affaire à une recherche de symétrie. Et la symétrie, on le sait, c'est quelque chose de fondamental dans l'appréciation esthétique. À Atapuerca, c'est-à-dire que dans la Cima de los Huesos, qui est un gouffre qui a servi plus ou moins de fosse commune, eh bien, Excalibur est le seul outil qu'on y a retrouvé, et cet outil n'a jamais été utilisé. D'ailleurs, en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre fonctionnalité et esthétisme. Par exemple, un sabre, il a beau être doré et incrusté de rubis, il ne coupera pas plus qu'un sabre tout moche tant qu'il est aiguisé. En fait, l'esthétisme n'est pas intrinsèquement lié à la fonction de l'outil, c'est juste un plus. Et on peut très bien se dire que Néandertal, et en tout cas les traces ont tendance à suggérer ça, avait une tradition esthétique qui s'inscrivait beaucoup plus dans des choses périssables ou peut-être immatérielles. Et du coup, vu que Néandertal et Sapiens ont cohabité, et même plus, on peut dire que même s'ils n'avaient pas exactement les mêmes codes, ils ont réussi à se comprendre à un moment donné. Donc on ne peut pas admettre un esthétisme chez Sapiens et le nier complètement chez Néandertal. Non mais oh! Allez, on va pas pourrir une prise. Mais alors, qu'en est-il pour les autres espèces? Eh bien, on a peut-être une piste du côté de Java, en Indonésie. Là-bas, sur le site de Tribil, on a retrouvé ce coquillage qui a été gravé par un Homo erectus il y a environ 450 000 ans. Alors, visuellement, on n'est vraiment pas loin de Blombos. Mais là, en fait, on parle plus vraiment d'art. Déjà que pour Blombos, ça semble un peu exagéré. On parle pas d'art, mais quand même, ça nous intrigue. Bon, c'est sûr, c'est pas évident d'attribuer une intention artistique derrière 3 lignes gravées en vrac sur un coquillage. Bon, et on pourra sûrement jamais savoir pourquoi ces traits ont été tracés ici. Rien ne nous dit que c'est pas quelqu'un qui s'ennuyait et qui a tracé ces 3 traits comme ça pour s'occuper les mains. Non mais attends, justement en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant et c'est peut-être ça qui nous fascine, c'est que on n'est clairement pas dans la prouesse esthétique ou artistique, la question se pose pas, mais justement au contraire, tout le monde peut le faire ça. Et d'ailleurs tout le monde le fait en fait. Est-ce que c'est pas exactement la même chose qu'on a retrouvé à Blombos, et est-ce que quand on s'emmerde et qu'on griffonne tout ce qui nous passe sous la main, c'est pas exactement le même principe? En fait, c'est vraiment troublant. Parce que ça veut dire que cet Erectus à Trinil, il a exprimé un sentiment, une pensée ou même son ennui en agissant, en transformant ce qui l'entoure. Il a en fait transposé ce qu'il avait dans sa tête à cet instant, mais sur le réel, sur le monde physique.
En Afrique du Sud, on a retrouvé sur le site de Mankapansgat 4 australopithèques datés d'il y a 3 millions d'années. Et ils avaient avec eux ce galet. Alors, reconnaître des visages un peu partout, c'est un trait cognitif assez commun chez les grands singes. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce galet, on a découvert qu'il ne provenait pas de l'environnement immédiat du site dans lequel on a retrouvé ces australopithèques. Et ce n'est pas anodin. Ces individus se déplaçaient principalement dans les arbres et n'étaient pas tout le temps bipèdes. Ils ont donc pris ce caillou sur quelques kilomètres alors qu'il n'avait aucune fonction utilitaire. Ce n'était pas l'outil qui allait leur servir à préparer le repas du soir. En fait, là, on est face à un transport totalement gratuit. Donc, quelque part, ça veut dire que ce galet revêtait une signification, alors, toute relative, on s'entend bien, mais une signification assez importante pour que ces australopithèques prennent le temps de l'intégrer dans leur quotidien et dans leurs déplacements, au moins ne serait-ce que le temps d'un trajet. Au final, que ce soit à Mankapansgat ou à Trinil, on observe les mêmes comportements. L'individu a cherché à transposer ce monde intérieur sur le réel, soit en l'inscrivant sur ce réel, comme l'ont fait les Erectus à Trinil, soit c'est le réel lui-même qui s'inscrivait, qui résonnait pour les individus, comme pour ces australopithèques. Mais le truc, c'est que ça résonne encore pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on expose ce galet dans un musée, c'est bien parce qu'il revêt une importance particulière qu'il fait sortir de son état de simple galet. Et ça n'a pas grand-chose à voir au fond avec le visage qu'on y devine, mais plutôt avec le fait que, il y a 3 millions d'années, quelqu'un d'autre a vu ce visage. Quelqu'un avec qui on ne pensait pas partager cette impression du monde. Au final, de Sapiens à Australopithèque, ce qui lie tous les gens de la lignée humaine, ce n'est peut-être pas la bipédie, la confection d'outils, la maîtrise du feu ou même la taille du cerveau. C'est peut-être cette capacité à voir au-delà du réel. Et dans ce sens, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça entre ce galet et Chauvet. Au fond, l'art, l'esthétisme et le symbolisme ne sont-elles pas des choses fascinantes parce qu'elles démontrent une capacité extraordinaire au sens littéral du terme. Une capacité à voir au-delà des choses elles-mêmes, à projeter une autre réalité, une réalité qui n'existe qu'à travers nos yeux et qu'on ne peut s'empêcher d'inscrire dans le monde qui nous entoure.